vient au sujet de la démocratisation de l'accès au marché de capitaux pour les investisseurs particuliers. La mission de Primaribid et son directeur France, François de Vilgès, qui est avec nous en plateau. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ça fait un peu plus d'un an que Primaribid opère sur le marché français. Je rappelle la solution et la promesse technologique d'ailleurs. Vous êtes une fintech. Garantir aux investisseurs particuliers les mêmes conditions d'accès que les investisseurs institutionnels pour les levées de fonds des entreprises cotées, notamment lors de placements accélérés. Exactement. C'est la promesse, effectivement, que vous mettez en œuvre depuis un an sur le marché français. Déjà, quel est le bilan que vous tirez de votre première année opérationnelle, on va dire, sur ce marché français, François? Merci Grégoire. Un bilan très positif, avec je pense, beaucoup de succès sur les opérations qu'on a réalisées, avec un très fort taux d'adoption, tant côté investisseurs particuliers que côté émetteur. Peut-être pour détailler un peu notre proposition de valeur côté investisseurs particuliers et donner quelques chiffres, que sont ces placements accélérés? Ces opérations qui durent que quelques heures en fait. Pourquoi? Parce que c'est des opérations où les institutionnels restent prédominants, ou ils resteront toujours prédominants, et ça il faut le respecter. En d'autres termes, si on veut inclure les particuliers, mais si on ajoute de la complexité, que ce soit en termes de calendrier, en termes de documentation, c'est pas possible. Les opérations vont continuer à se faire sans les particuliers. Nous, on utilise des technologies digitales, des procédés d'automatisation avec nos partenaires de distribution pour inclure les particuliers et les notifier massivement, leur donner l'information dans des délais très raccourcis. Concrètement, les périodes de souscription, c'est de 18h à 22h. Ouais. Okay. Après, sur le contenu de nos offres, qu'est-ce que c'est? C'est des opérations qui se passent avec une décote, un prix qui est validé par les institutionnels. Les particuliers sont suiveurs. On est toujours à côté de banques d'affaires et d'investisseurs professionnels qui ont comme on dit, fait un filtre naturel sur les opérations. Donc une décote, donc un bon point d'entrée généralement. C'est des opérations qui financent l'économie réelle, parce qu'un euro investi va directement au capital des sociétés. C'est dans ces moments de levée de fonds qu'on finance les économies. C'est pas en achetant une action sur le marché. C'est très important. Et c'est des gros montants, et c'est très important pour les petites sociétés, notamment pour les sociétés de petite et moyenne capitalisation, qui font des efforts pour se coter en bourse, qui font face à une réglementation assez contraignante une fois qu'on est coté en termes de communication au marché, et qui ont des difficultés sans technologie pour pouvoir toucher les investisseurs particuliers, alors que c'est très important. Pour finir sur les investisseurs particuliers, sur l'aspect décote, sur l'aspect financement de l'économie réelle, ils ont aussi la possibilité de souscrire gratuitement, ça c'est très important, sans seuil minimum d'investissement à nos opérations, ce qui complète la proposition de valeur pour eux. Alors en termes de résultats, je rappelle, et juste dans votre modèle, pour préciser, c'est bien les émetteurs qui viennent vous chercher, c'est ça, exactement. François. Moi, on anime la plateforme, voilà, donc on fait le lien entre un émetteur, on est rémunéré par l'émetteur, après on distribue nos offres. Et évidemment, la difficulté technologique, notre raison d'être, c'est de s'assurer que les particuliers peuvent souscrire dans des bonnes conditions ces opérations. Et la demande est au rendez-vous. Je donnais quelques chiffres. On a fait, par exemple, une opération pour Carmat récemment, où on a eu plus de 2300 investisseurs en 4 heures. C'est à peu près 9 ordres par minute. Donc ça va très vite, 5 millions d'euros en valeur aussi relative. Sur nos 10 opérations, on a levé 2,5% de la capitalisation boursière des émetteurs, c'est juste énorme. Pour prendre une société de relativement petite capitalisation, Alteora, pour qui on a fait une offre il y a 2 semaines, 10 millions d'euros de capitalisation boursière, un titre pas très liquide, on a levé plus de 500 000 euros pour eux en quelques heures, c'est plus de 5% de la capitalisation boursière. C'est vraiment très significatif. Et côté émetteur, donc on a fait 10 offres jusqu'à présent sur le marché français, avec un très fort taux d'adoption, notre rythme annuel va être au-delà, évidemment. Les dizaines d'offres reflètent un marché un peu atone, très difficile. Une année particulière, qui n'est peut-être pas l'année de référence, on va dire. Exactement, j'espère. En tout cas, je l'espère. Et avec, si vous voulez, nous, on a été capable de rassurer, en tout cas, l'écosystème et les émetteurs sur deux aspects, que vous avez déjà un peu mentionné. Sur l'aspect, oui, on rajoute de la demande, et c'est de la demande de très bonne qualité. C'est des actionnaires existants. Par exemple, prenez Carmat, c'était 50% actionnaires existants, donc un mécanisme d'inclusion. On traite tout le monde équitablement, comme particulier comme institutionnel, et aussi on élargit l'actionnariat des nouveaux investisseurs, c'est des milliers de nouveaux investisseurs. C'est des souscriptions qui viennent à 70-80% de comptes PEA. Donc, ce n'est pas des comptes de trading, si vous voulez. Voilà. Non, c'est des comptes d'investisseurs. C'est des comptes, exactement. C'est des comptes d'investisseurs. C'est un ordre moyen qui est autour de 2 000 euros. Encore une fois, c'est très, très démocratique. C'est le vrai petit particulier qui participe gratuitement à ces offres dans les mêmes conditions que les institutionnels. Et je note que la vitesse de prise de décision que vous demandez, justement, à travers cette solution technologique
qui simplifie l'accès et qui rend l'accès plus équitable, cette vitesse dans la prise de décision, quelques heures, et pas un frein. Non, et pas une barrière. C'est pas vécu comme une pression trop forte pour l'investisseur particulier, justement. Alors, comment on peut voir les choses ? On peut voir les choses de deux façons. Déjà, on peut comparer un peu la demande générée lors de nos offres en quelques heures avec un mécanisme marketing traditionnel porté par nos partenaires, enfin très fort dans nos offres. Et des offres plus traditionnelles avec une documentation plus lourde, avec des processus beaucoup plus complexes. Et on voit que les montants levés en relatif auxquels je faisais référence, par exemple les pourcentages de capitalisation boursière, sont à peu près identiques, voire plutôt favorables de notre côté. D'accord. Premier élément. Et deuxième élément, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on a du succès, un très fort taux d'adoption auprès des émetteurs. C'est l'aspect demande, là on vient de le décrire, mais c'est l'aspect absence de complexité. Et ça c'est clé. Et c'est peut-être notre feedback, régulier à toutes les administrations, à tout le pouvoir public, en disant que tu entends les particuliers sont exclus, mais c'est pas par volonté ou cynisme des acteurs de la place. Tout le monde aime bien les particuliers, même les banques d'affaires, les institutionnels, ils voient l'apport de liquidité, c'est important pour l'écosystème. En revanche, les opérations de fonds, elles restent déterminées par les institutionnels. C'est à nous de nous adapter d'un point de vue technologiquement et pourquoi pas réglementairement, peut-être qu'on pourrait en parler, pour s'assurer que les particuliers puissent participer dans des bonnes conditions sans gêner encore une fois, le process institutionnel qui reste le process déterminant. Bien sûr. Justement, il y a des questions réglementaires, il y a un plafond réglementaire, il y a la non-uniformisation des règles nationales des marchés de capitaux en Europe. On reboucle presque avec les sujets européens qu'on évoquait précédemment. Ça reste une arlésienne, la finalisation des marchés de capitaux en Europe. Tous ces phénomènes-là limitent encore, selon vous, l'accès des particuliers dans des conditions équitables. Enfin, vous êtes en conversation avec des autorités de régulation compétentes sur ces questions-là Absolument. Non, il y a quelques frictions qui sont discutées en ce moment, discutées au niveau européen. C'est quoi les points de blocage ? Alors, je vais être très concret. En fait, il y a 2 points de blocage. Enfin, disons, c'est des frictions, en tout cas. C'est au niveau national. C'est-à-dire que les investisseurs particuliers, dans le contexte de ces opérations de levée de fonds sur des titres déjà cotés, sont considérés à part et on a le droit de faire des opérations que jusqu'à 8 millions d'euros sur 12 mois roulants. Premier élément. Et par exemple, sur Carmat, on a fait 2 opérations pour eux cette année. On s'est heurté à ces 8 millions d'euros. Donc, on n'a pas pu allouer autant qu'on voulait. Et donc, l'émetteur... C'était sursouscrit par les particuliers qui auraient pu profiter de plus de 8 millions d'euros. Voilà, en fait, nous, c'est un principe qui nous paraît très, très anachronique, entre guillemets. On sait que ce seuil de 8 millions d'euros, il a été déterminé initialement pour le financement participatif, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut faire des levées de fonds sur le privé, des titres non liquides, dans une certaine mesure, sans prospectus. Sinon, il faut un vrai prospectus et toutes les implications qu'on retrouve sur le marché public. C'est bizarre, parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? De 9h à 17h30, institutionnels comme particuliers peuvent investir de la même façon. À 18h, non, c'est différent, on n'avait que pour jusqu'à 8 millions d'euros. Là, c'est pas quelque chose qui nous paraît très cohérent. Sur la difficulté aussi, c'est que ce seuil, il est différent en fonction des géographies. C'est-à-dire qu'il est soumis à décision locale. Et par exemple, si je prends le contexte très, très, très concret d'une offre en France et en Belgique, en Belgique, c'est le seuil de 5 millions d'euros. Donc, si je veux élargir, je fais une offre en France et toucher le particulier belge, le seuil total d'opération, ça va être 5 millions d'euros. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une première barrière. La deuxième, c'est plus transfrontalier. C'est-à-dire c'est la documentation qui est nécessaire quand on intervient dans un régime d'exemption de prospectus tel qu'on le fait. C'est un peu technique, mais il y a des documents nécessaires et pareil, les documents se superposent quand on fait des offres transfrontalières. Voilà, ça c'est le 2 points de blocage. Après, c'est des points qu'on discute régulièrement, encore une fois au niveau européen et au niveau français, et sur lesquels, honnêtement, je dois dire, il y a beaucoup d'écoute. En tout cas, nous, ce qu'on fait, de toute façon, c'est la définition, généralement, des politiques, d'ailleurs, tant européennes, au niveau de l'Union de marché de capitaux, au niveau français, de France 2030, ou de politique de soutien au marché public. Nous, ce qu'on fait, c'est allouer l'épargne des particuliers vers l'économie réelle, vers les marchés publics, en financement equity des PME, dans les secteurs stratégiques de sciences de la vie, technologie. Ça coche toutes les cases. Et transition énergétique. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup d'attention. Après, ça prend du temps. J'ai envie de dire un peu, je reste prudent, mais un peu bonne nouvelle. Il y a une consultation en cours en ce moment au niveau européen qui s'appelle la consultation Listing Act, à laquelle on a contribué, à laquelle on a échangé avec les différents pouvoirs publics. La Commission européenne a rendu ses propositions, ses premières propositions la semaine dernière, elles vont dans le bon sens par rapport aux 2 points de friction évoqués, mais qui avaient été identifiés d'ailleurs. Donc c'est une conversation constructive. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on a de l'espoir et effectivement, nous l'idée
l'idée, c'est évidemment d'interconnecter les différentes géographies européennes à ces opérations. En tout cas, il n'y a pas de raison compte tenu, encore une fois, du contexte très spécifique des sociétés cotées qui ont des obligations de communication marché régulière, qu'un particulier belge ait des difficultés à investir dans une opération française. Non, ça s'appelle les marchés de capitaux. L'union des marchés de capitaux. Exactement. Quelle est la stratégie Primaribid pour accueillir les licornes en bourse? Puisque le ministre nous l'a dit, il y en aura 10 en 2025, dont 2 qui auront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation boursière. Je ne sais pas s'il a une boule de cristal, Jean-Noël Barrot. En tout cas, il y a un objectif politique décrété par le politique. Et donc, toute la place se met en ordre de marche d'une certaine manière. Quelle est la stratégie que vous avez en tête pour accompagner ces licornes sur le marché boursier, pour celles qui le souhaiteront, Absolument. je précise. Nous, déjà, introduction en bourse comme offre de suivi sur lesquels on intervient, c'est des processus qui sont avant tout déterminés par les institutionnels et ça reste le plus important. Après nous, on veut utiliser notre infrastructure pour améliorer l'attractivité d'une cotation à Paris, proposer une nouvelle expérience d'introduction en bourse, tant pour les émetteurs que pour les investisseurs particuliers. Concrètement, on discute énormément avec nos partenaires, qui sont Euronext, Boursorama, Bourse Direct Easy Bourse, pour mettre cela en œuvre. Concrètement, ça prendrait la forme de ce qu'on appelle des offres à la communauté, ce qu'on a déjà fait pour Deliveroo au Royaume-Uni. Ce serait différent. Pour Deliveroo, par exemple, pour participer à l'introduction en bourse, il fallait se connecter à l'application Deliveroo, acheter des pizzas et acheter des actions. Voilà. Et nous, on aurait une suite de technologie derrière pour favoriser les clients de Deliveroo lors du processus d'introduction en bourse. En d'autres termes, vous voyez un peu la proposition de valeur pour les émetteurs. Utiliser l'occasion de l'introduction en bourse non seulement pour lever des fonds, mais aussi pour renforcer les liens avec cette communauté existante. L'actionnaire naturel, c'est celui qui est utilisateur du produit et du service avant tout. Exactement. Voilà, une communauté encore plus engagée parce qu'elle est actionnaire. Mais on sait très bien aussi, côté investisseur, on voit, les investisseurs particuliers investissent normalement dans les marques qu'ils connaissent, dans les Tesla, dans les Apple, etc. C'est un précepte érigé même par un Warren Buffett. J'investis dans ce que je consomme. Et si, Coca, tout ça, c'est l'histoire de Warren Buffett. J'investis dans ce que je mange et dans ce que je consomme. Voilà. Bon, c'est un processus qui est compliqué, qui peut s'aligner avec beaucoup de parties, mais les feedbacks de marché sont exceptionnels. Évidemment, l'idée, évidemment, elle ne peut pas ne pas plaire. J'ai envie de dire, on a des feedbacks au Royaume-Uni, en France, dans d'autres géographies européennes et même ailleurs. On va essayer de mettre ça en œuvre pour, je pense, j'espère, 2023. Et encore une fois, d'améliorer la proposition de valeur pour une cotation à Paris. Créer du volontarisme autour d'une cotation à Paris, avec 2 arbitrages, plutôt que de rester privé. Non, on va rester public parce qu'on va pouvoir engager les liens, améliorer les liens avec sa communauté. Et à ce côté à Paris, parce qu'encore une fois, même si le marché de capitaux était aussi dans d'autres géographies, la communauté, souvent, dans bien des cas, elle est européenne, un minimum. Merci beaucoup François. Merci d'être venu nous voir pour tirer ce bilan de cette première année d'opération sur le marché français avec les perspectives que vous avez pu dresser et notamment cette stratégie d'engagement vis-à-vis de la cotation des futures licornes sur le marché boursier. François de Vilgès, directeur France de Primaribid, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.